Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Argenteuil ne veut plus de mendiants dans ses rues. Le maire Georges Motron a décidé de prolonger d'1 an l'arrêté pour empêcher les sans-abri de faire la manche dans le centre-ville. Une mesure prise après des plaintes de commerçants. Nous les écouterons dans ce journal. Le conseil départemental du Val d'Oise dénonce des coupes budgétaires supplémentaires de l'État, une baisse de 400 millions d'euros pour les départements de France. Une mesure que dénonce Arnaud Bazin, le président du conseil départemental du Val d'Oise. Nous l'écouterons dans ce journal. Depuis fin septembre, le Centre des Arts d'Anguin accueille l'artiste digitale Catherine Icam pour une exposition de ses portraits numériques. Cette pionnière de l'art vidéo propose des portraits en 3 dimensions réalisés à partir de nuages de pixels. Reportage à découvrir en fin de journal. La mendicité interdite dans le centre d'Argenteuil. À l'essai pendant l'été, le maire de la ville a décidé d'en prolonger l'interdiction pendant 1 année. Georges Motron souhaite ainsi empêcher les sans-abri de faire la manche dans les rues commerçantes. Une mesure prise après plusieurs plaintes, notamment de propriétaires de commerce. Des commerçants pourtant partagés sur la question, vous allez le voir avec ce reportage d'Angélique Poilet. Dans cette rue du centre-ville d'Argenteuil, il est interdit de mendier. 4 rues au total concernées, Paul Vaillant-Couturier, Gabriel Péry, Jean Broderel et le boulevard Léon Fex, ainsi que les abords des 2 gares de la commune. À l'essai cet été, Georges Motron a souhaité début octobre prolonger la mesure pour 1 an. On se bat tous les jours pour faire en sorte que l'image puisse se rehausser, que la vie soit plus accueillante, plus souriante. Et ce type de spectacle ne va pas tellement dans le bon sens. Georges Motron explique avoir pris cette décision à la suite de plusieurs plaintes, notamment des commerçants. Parmi eux, Yvette. Elle tient une boutique de vêtements pour enfants et représente les commerçants du centre-ville. Plusieurs commerçants de la rue m'ont sollicité afin que j'intervienne auprès de la mairie pour que cessent un petit peu les personnes qui stagnent devant leur boutique, les empêchant de travailler parce qu'elles demandent de l'argent aux clients et que les clients ne veulent plus rentrer dans les magasins. Et que ça leur pose aussi des problèmes d'insécurité, de vol dans leurs magasins. Dans la rue Paul Vaillant-Couturier, une quinzaine de commerçants se plaignant du problème se sont rassemblés au sein d'un collectif. Mais les vendeurs semblent divisés sur la question. Dalila travaille juste en face et la situation ne la dérange pas. Ça fait 7 ans que j'exerce ici dans la rue, que je tiens l'agence. Ça fait 7 ans. Et 7 ans, non, ça ne me dérange pas parce que c'est toujours les mêmes, on va dire. C'est pas tous les jours des têtes différentes, des clochards différents ou autres. Et encore, j'estime pas vraiment que c'est des clochards. À savoir que quand même la ville de l'Argenteuil est une ville qui n'est pas très très riche. Donc c'est pas des gens qui ont énormément d'argent. Et c'est toujours les mêmes personnes qui mendient. Le maire d'Argenteuil a déjà pris cette mesure à plusieurs reprises par le passé lors de son premier mandat. En 2007, il avait créé la polémique avec l'achat du répulsif Malodor pour chasser les sans-abri du centre-ville. À l'essai cet été, Georges Motron a souhaité début octobre prolonger d'1 an l'interdiction de mendier dans le centre-ville. Mais face au tollé suscité, l'édile s'était ravisé. Sa volonté d'éloigner une nouvelle fois les mendiants du centre-ville d'Argenteuil fait bondir l'opposition. Je considère que c'est une politique anti-pauvre et c'est ce que je condamne fermement. Je pense qu'il faut proposer à ces personnes de mendier dans des endroits bien précis, pas forcément vraiment le pied dans la boutique, si je peux dire. Voilà, ça peut s'organiser aussi, on n'est pas obligé d'interdire, on peut aussi organiser. Marie-Josée Kézac a annoncé son intention de déposer un recours auprès du tribunal administratif. En bref, le conseil départemental du Val d'Oise dénonce des coupes budgétaires supplémentaires de la part de l'État. Réunie en congrès les 5 et 6 octobre dernier, l'Assemblée des départements de France attendait un geste du gouvernement pour soulager leurs finances. Elle a finalement dénoncé un hold-up scandaleux avec une nouvelle baisse de ressources inscrite au projet de loi de finances, soit l'équivalent de 400 millions d'euros. Une mesure que dénonce Arnaud Bazin, le président du conseil départemental du Val d'Oise. Je vous propose de l'écouter au micro de Florian Philippe. Non seulement nous n'avons rien obtenu, mais en plus, 48 heures avant la tenue du congrès, l'État nous faisait savoir qu'il baisserait de 400 millions d'euros ses dotations de compensation au département. Donc une baisse de ressources supplémentaires au lieu de ressources supplémentaires. C'est proprement hallucinant quand on sait que ce sont les départements qui portent la solidarité nationale avec les allocations individuelles de solidarité, que plus de 40 d'entre eux sont déjà en grande difficulté et seront en plus grande difficulté encore en 2017.
Tout ça est insupportable et méritera bien évidemment une réaction d'ampleur de la part de l'ensemble des départements français, droite et gauche confondus. Attention aux perturbations sur le RER-C. Afin de moderniser une partie du réseau RER, la SNCF a lancé des travaux qui s'étaleront du 17 octobre au 25 novembre. Conséquence, des perturbations sont annoncées pendant toute la durée du chantier. Trains plus lents et moins nombreux aux heures de pointe notamment. Les usagers du RER-C vont devoir faire preuve de patience pendant 6 semaines. Seuls 6 trains par heure contre 8 habituellement circuleront entre Montigny-Beauchamp et la station avenue Henri-Martin. Toutes les infos pratiques sur notre site vonews.fr. Une idée d'expo maintenant pour terminer ce journal. Direction Enghien pour la nouvelle exposition du Centre des Arts. Depuis fin septembre, le centre accueille l'artiste digitale Catherine Icam pour une exposition de ses portraits numériques. Cette pionnière de l'art vidéo propose des portraits en 3 dimensions réalisés à partir de nuages de pixels. Une expo à découvrir jusqu'au 11 décembre que nous présente Philippe Pémal. Ces photos ne sont pas vraiment des photos, ce sont des portraits 3D. Ces personnes qui semblent bien réelles n'existent pas, elles ont été créées par un ordinateur. Elles font partie de l'exposition consacrée à Catherine Icam au Centre des Arts d'Enghien. Pionnière de l'art vidéo et des nouvelles technologies numériques, cet artiste se considère comme un sculpteur de visage virtuel. C'est un travail sur la forme, sur la texture, c'est une sorte de peinture en mouvement aussi. Et pour moi, ça correspond à ma recherche actuelle sur l'apparition, la disparition, le surgissement, l'absence. Des nuées de points qui se transforment en portrait, un visage qui réagit en fonction de celui qui le regarde, Catherine Icam aime mettre en scène ces figures humaines virtuelles. Je présente une série qui s'appelle Point Cloud Portrait, c'est-à-dire des portraits qui sont faits d'un nuage de points, qui sont à la fois présents et absents, qui rappellent un peu ce que peut être les champs quantiques, c'est-à-dire des particules qui s'assemblent, se désassemblent, qu'on voit pas à certains endroits, qu'on met en marche si on les regarde, ou au contraire, qui dépendent finalement de l'observateur. Donc c'est une autre texture, c'est une autre technologie et c'est une autre découverte. On peut voir ça comme un renouvellement, on peut voir ça comme une fin, on peut voir ça comme de toutes sortes de façons. Je me garderais bien d'imposer l'explication. L'exposition de Catherine Icam se tient au Centre des Arts d'Enghien jusqu'au 11 décembre. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Argenteuil ne veut plus de mendiants dans ses rues. Le maire Georges Motron a décidé de prolonger d'1 an l'arrêté pour empêcher les sans-abri de mendier dans le centre-ville. Une mesure prise après des plaintes de commerçants. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Un homme vient de tomber dans une fosse d'une hauteur de 7 mètres. Les pompiers de Garges-les-Gonesse sont les premiers sur place. L'ouvrier, il est conscient. D'accord ? On zappe pour l'instant. Ouais. Dispositif classique, l'eau de sauvetage. Problème, ils ne sont pas équipés pour remonter le blessé dans de bonnes conditions de sécurité. C'est là qu'interviennent les pompiers du Grain, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. On est en présence d'une personne ayant chuté dans une excavation, environ 10 mètres, en urgence absolue, polytraumatisée, en cours d'abordage et de médicalisation. L'objectif, c'est de remonter cette personne qui est en bas d'un bassin de décontation vide, c'est de le remonter en position horizontale et allongée. Grande hauteur ou cavité souterraine, cette unité spécialisée est appelée quand les moyens classiques ne peuvent plus intervenir. Les premiers à intervenir, ce sont les pompiers classiques, pour porter les premiers secours à la victime. Et ensuite, comme en l'occurrence c'est une victime polytraumatisée, il va falloir descendre, il va falloir remonter avec toutes les précautions possibles, il faut que ce soit le Grain qui le fasse. Le blessé attaché dans cette barquette n'est pas une vraie victime. Nous sommes dans le cadre d'un exercice en conditions réelles entre les pompiers de Garges-les-Gonesse et le Grimpe 95. But de la manœuvre, apprendre à travailler ensemble et éviter les éventuelles rivalités entre services classiques et spécialisés. D'où l'intérêt de l'organisation de ce type de manœuvre, où les gens apprennent à se connaître, à travailler ensemble, et justement à arriver à faire fi de cette petite compétition qui peut naître entre nous on est les spécialistes, vous faites l'abordage, les réactions immédiates, et nous on prend le relais derrière.
On a vu que, en fait, ils arrivaient à travailler de concert dans l'intérêt de la victime. On vérifie l'ensemble du dispositif. Pour le grimpe, ces exercices sont importants. Dans le Val d'Oise, ces pompiers d'élite n'effectuent qu'une quarantaine d'interventions par an. Il est donc important pour eux de s'entraîner toute l'année. Pour intégrer cette unité spécialisée, ses membres ont été sélectionnés après de nombreux stages et des tests d'aptitude au travail à grande hauteur et dans des souterrains. Pour devenir grimpe, un sapeur-pompier doit passer un premier temps d'une semaine de stage pour apprendre à évoluer sur corde. Ensuite, pendant 6 mois, voire 1 an, il va participer à divers entraînements pour progresser tout doucement. Arrivé, quand on considère qu'il est prêt, on lui fait faire 2 semaines de stage. À la fin de ces 2 semaines, s'il a validé le stage, il est sauveteur. Une fois qu'il est sauveteur, ce n'est pas terminé. Tout au long de sa carrière, il va falloir que tous les ans, il fasse au moins 80 heures réparties sur l'année pour ne pas perdre l'habitude qu'il a d'entraînement. Deuxième destination du jour pour le grimpe, ce château d'eau. Plus de 40 mètres de haut et un bel escalier étroit à grimper sans ascenseur. But de l'exercice pour ces pompiers de l'extrême, redescendre une victime par le sommet. Là encore, ils sont les seuls à pouvoir intervenir. Même en exercice, la concentration et la précision sont indispensables. La moindre erreur peut être fatale. À cette hauteur, même pour ces habitués du vide, les émotions sont au rendez-vous. Il y a une part d'adrénaline qui fait partie du plaisir, hein, bien sûr. Bien sûr. Surtout sur des hauteurs comme celle-ci, là, on nous a annoncé qu'il y avait à peu près 45 mètres de hauteur. Sur le Val d'Oise, c'est très rare qu'on aille à des hauteurs aussi hautes. Généralement, c'est des interventions, des évacuations d'appartements. Et maximum, on va à 8-10 étages, quoi. Donc, ce qui représente maximum 30 mètres ou la hauteur d'un moyen aérien, quoi. Donc c'est toujours intéressant pour nous de travailler avec. Plus de 20 ans après sa création, le grimpe du Val d'Oise comprend une quarantaine de pompiers répartis sur les casernes d'Auny et d'Aubonne. On fait surtout du slalom et du freeride. Donc le slalom, ça comprend le slalom vitesse. Donc le but, c'est de parcourir 20 plots le plus vite possible. Le slalom classique, ce qu'on appelle maintenant, c'est on a un passage de 1 minute 30. On doit faire le maximum de figures. Après, on a le freeride. Il y a plusieurs épreuves. Donc il y a la hauteur pure, donc c'est la détente sèche. Et on doit sauter une barre le plus haut possible sans tremplin, sans rien. Donc on a la même chose en tremplin. Donc ça s'appelle le high jump. Donc on passe une barre le plus possible avec le tremplin. Pour pratiquer toutes ces disciplines à sensation, rien de plus simple en apparence. Une paire de rollers et quelques protections suffisent, en théorie seulement. Car en pratique, une bonne dose de courage et une solide technique sont requises. Du haut de leurs 4 roues, les riders tentent de réaliser les sauts les plus vertigineux ou les figures les plus audacieuses. Seuls 3 clubs existent dans le Val d'Oise. Parmi eux, les Dragon Riders ont pris leur envol en 2004, presque par hasard. On voulait monter un club de roller, on ne savait pas quoi. Et puis on a découvert donc un peu par hasard ce sport, donc le roller acrobatique. Et puis donc on s'est dit que ce serait une bonne idée d'en faire un. Donc à la création, on était environ une trentaine d'adhérents et ça a monté petit à petit. On a intégré une section hockey, une section débutant. Et du coup là, cette année, on est à peu près 120 adhérents. À l'image du succès des Dragon Riders, le roller freestyle est aujourd'hui en plein boom. Le nombre de licenciés en France a plus que doublé en 10 ans, atteignant près de 3700 pratiquants la saison dernière. De nombreuses compétitions s'organisent désormais sur la scène internationale. Les plus doués des Dragon Riders y participent régulièrement, obtenant de très bons résultats dans plusieurs disciplines. Pour les autres, avant de sillonner le monde pour affronter les meilleurs freestylers, une bonne dose d'entraînement reste encore nécessaire.